Voilà, donc là je vais conclure en habit de circonstance, puisque j'ai Arnaud m'a prêté sa marinière. Donc en habit de circonstance, je vais finir sur le nationalisme et je vais parler de l'immigration qui est, bon, c'est un peu évident aujourd'hui, vu que les médias en parlent assez comme ça, qui est en fait, disons, l'élément moteur de la renaissance du nationalisme en Europe. Et donc voilà. Alors, donc j'ai parlé du nationalisme, j'ai montré que c'était, en fait, le nationalisme correspondait dans sa naissance historique au début de la globalisation. Et j'ai parlé du fascisme, donc se reporter aux vidéos précédentes, fascisme, qui caractérise aussi bien la gauche étatique que la droite étatique. Et, euh, et donc, euh, le nationalisme correspond donc au début de la globalisation, et notamment donc la globalisation et l'industrialisation, et le début de la colonisation. Donc il y a une certaine ironie à se rattacher à cela quand on veut justement combattre la globalisation. Alors, donc, pour conclure là-dessus, je dirais que cela montre, si vous avez écouté ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, ça montre clairement que Marine Le Pen, tout comme Mélenchon, comme les autres, raconte évidemment de grosses salades, puisque par nature, par essence, son programme n'est pas, disons, en adéquation avec l'économie actuelle, économie dont nous sommes tous dépendants, à plus ou moins à des degrés variables, mais il est évident que l'immense majorité qui se réfugie dans le pénisme, et l'immense majorité des gens qui votent, etc., est complètement dépendante de cette économie et se pose pas trop de questions sur la nature de cette économie. Et que donc c'est une pure réaction face disons, du remède libéral qui évidemment est assez catastrophique. Mais néanmoins, les gens, donc comme je l'ai dit, Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, ce qui est, bon, d'une part, je ne sais pas si c'est dans l'immédiat, c'est probable, mais en tout cas, peut-être dans un avenir futur, un de ces avatars de gauche ou de droite, je ne sais pas, pourrait arriver au pouvoir si jamais la situation se dégradait, parce qu'effectivement, François Hollande, c'est un peu mou. Donc, et ça s'est déjà vu dans l'histoire, et c'est donc une possibilité si le chaos ne se met pas en place de façon radicale. Donc, il est possible qu'on ait Le Pen. Et si elle arrive au pouvoir, évidemment, avant disons, le basculement de l'économie mondiale et un appauvrissement radical, il est peu probable que les gens, qu'elle applique, si elle arrivait au pouvoir avant, disons, cet effondrement. Donc, il est assez peu probable, disons, qu'elle puisse appliquer son programme. Et donc, c'est du baratin, tout comme Mélenchon, dans la mesure où euh, cela ne correspond pas à l'économie telle qu'elle marche aujourd'hui. Et l'économie, donc les gens sont prêts à voudrait de la gauche ou de la droite dure, mais de toute façon, que ce soit le socialisme ou l'État fort, ça ne correspond plus à la réalité de la production actuelle, qui est une production donc globalisée à cause du fait que nous n'avons plus, bon j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la politique, c'est aussi simple que cela, c'est-à-dire que toutes les productions sont délocalisées, les terres rares sont produites en Chine, etc. Et donc l'uranium n'est plus produit en France, il n'y en a plus. D'ailleurs, il y en aura de moins en moins. Là, il y a un article encore qui montre que le pic uranium, c'est en 2015. Donc, bon, voilà, c'est aussi simple que cela. Si on veut continuer à avoir des iPhones, des bagnoles qui roulent, des bagnoles hybrides ou pas, qu'on veut avoir, disons, un certain degré d'entertainment, donc c'est la nouvelle pomme du peuple, c'est confort, un certain confort, les gadgets et tout ça, et ben on sera évidemment, si on veut se chauffer au fuel, il faudra faire des concessions, et c'est celle qu'on fait aujourd'hui, et donc il y a Marine Le Pen fera comme les autres, elle sera bien obligée de négocier, de faire des concessions aux pays pétroliers, etc., pour que l'économie continue à marcher et de baiser le cul des grandes multinationales américaines qui sont quand même partout dans le monde pour des raisons historiques et stratégiques, maintiennent, disons, elles ne sont pas plus américaines que le reste, elles sont juste multinationales, elles ont leurs propres intérêts, leurs propres... Donc Marine Le Pen ne fera pas différemment des autres, évidemment. Sinon bah, de toute façon, elle aura une telle réaction populaire qu'elle sera bien obligée de composer. Donc tout ça, c'est du baratin, et donc le nationalisme ne correspond plus à un mode de production actuel.
Et évidemment, si on voulait retourner, disons, à un repli national ou quoi que ce soit, ou même à un État fort finalement, euh, eh bien il faudrait faire des sacrifices tellement énormes et dans une situation justement où les ressources se sont beaucoup raréfiées par rapport aux situations précédentes où l'État pouvait être fort. Par exemple, dans les années 70, il y avait encore de l'acier en France, comme j'ai déjà dit. Il reste encore un tout petit peu de charbon, etc. Actuellement, évidemment, c'est désastreux et donc il n'y a plus de toutes ces ressources. L'acier lorrain est excessivement de mauvaise qualité. Il faudrait énormément de coke pour pouvoir l'extraire. Donc il est hors de question de. C'est plus possible aujourd'hui. Donc disons la dépendance de la France s'est encore plus dégradée dans les 20 ans derniers. Donc il n'est pas question que l'État puisse facilement se remettre en tant qu'acteur puissant, etc., au centre du jeu économique. Donc tout ça fait que en fait, il est évident que Marine Le Pen raconte des salades, qu'elle est comme le reste. Donc il y a une certaine réalité dans le réalisme libéral, c'est que si soit on remet complètement en cause l'économie dans laquelle on vit, et je pense pas que ce soit l'option des gens, je pense pas qu'ils soient prêts à arrêter de rouler en bagnole, etc. Soit on accepte l'économie libérale et telle qu'elle est. Et donc voilà la simplicité du truc. Donc Marine Le Pen raconte évidemment des salades, tout comme Mélenchon, et comme les libéraux qui racontent qu'on pourrait, que, qui racontent qu'on peut avoir une croissance, c'est-à-dire que ce système peut continuer à satisfaire tout le monde. Évidemment que ce système actuellement va aller dans disons, le nombre des insatisfaits va augmenter et le nombre il ne peut pas produire pour tout le monde. Ce système libéral va dans le mur pour diverses raisons. Donc voilà donc le paysage. Alors, pourquoi dans la nation moderne, tout d'un coup, enfin c'est pas nouveau, hein, l'immigration est à nouveau au centre, c'est par vague en fait, hein, au moment des crises, pourquoi c'est à nouveau un sujet central? Alors il y a évidemment, là je vais rentrer dans la politiquement correct, et mais bon je vais dire exactement les choses telles que je les perçois. Et, donc je vais commencer par taper sur la gauche, parce que bon l'extrême gauche, l'extrême droite c'est facile de taper sur l'extrême droite, c'est évident que je l'ai dit, voilà, le nationalisme ne correspond pas à une réalité. Ça peut correspondre à une réalité idéologique, c'est-à-dire que les gens pourront se raccrocher à ça, mais le jour où, si on revient à une nation, on ne sera pas mieux loti que, disons, à un nationalisme fort, on sera pas, ça ne réglera rien. Ça ne réglera pas les problèmes de fond. C'est une idéologie. Bon. Mais donc je vais taper maintenant sur la gauche, parce que la gauche, c'est quand même justement une idéologie, l'idéologie internationaliste et sociale, de l'État, de la puissance, de la possibilité d'un État comme solution, un État fort. Tout cela, c'est quand même une vaste blague aussi, et c'est justement l'origine du problème. C'est-à-dire qu'en fait, on entend parfois à droite des gens qui disent que la gauche est l'idiot utile du capitalisme, et si l'extrême droite sont des menteurs, la gauche, c'est évidemment l'idiot utile du capitalisme. C'est-à-dire que c'est grâce à la gauche, finalement, que le capitalisme a pu continuer à prospérer. La gauche sert de mensonge, d'alibi au maintien de la globalisation, parce qu'elle a toujours été, disons, elle a toujours, disons, nié les réalités humaines pour tomber dans le religieux. L'idéologie, c'est une religion, la gauche, c'est-à-dire qu'elle prétend que, tout comme le christianisme, c'est un peu la suite logique du christianisme. Bon, Marx était d'origine juive, donc il a baigné dans tout comme la plupart d'entre nous, dans disons, toute cette soupe idéologique, cette purée judéo-chrétienne qui est de morale, tout ça. Et c'est-à-dire qu'on surtout faut on dénonce la richesse, mais on n'a jamais vu autant de gens de magouilleurs qui nous dirigent. On dénonce la guerre, mais il y a des guerres sans arrêt, etc. Enfin, tout le mensonge judéo-chrétien, c'est toujours faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc voilà donc le contexte idéologique, il est aussi simple que ça. Le marxisme s'inscrit dans dans le moralisme, c'est-à-dire l'attitude morale. Et l'attitude morale dit, voilà, au final, on dit une analyse. Bon, j'ai déjà parlé du marxisme, donc je renvoie à la vidéo. Donc il y a cette idée que on
peut dépasser des réalités historiques et il y aura une solidarité globale entre les peuples, une intelligence globale. Bon, concrètement, l'intelligence globale, elle est très très réduite. Je pense que la solidarité de gens qui ne parlent pas la même langue, etc., euh, quand ça se décrète pas par des mots et des théories, peut-être que dans 1000 ans, je sais pas, les gens se comprendront très bien. Bon, dans la réalité, moi, même mon voisin ne pense pas comme moi et j'ai beaucoup de mal à communiquer avec lui. Donc, des gens qui sont à des milliers de kilomètres, qui ne parlent pas ma langue. Moi, j'ai voyagé un petit peu, je vis dans des pays étrangers. C'est pas facile de communiquer. Donc, bon, tout ça, ça reste dans le domaine du théorique. Et le problème, c'est qu'il y a des réalités concrètes et que ces solutions absolument théoriques, religieuses, etc., comme l'internationalisme, ne règlent absolument rien, n'expliquent rien de la vie concrète et des phénomènes concrets qui sont les nôtres dans lesquels on est plongé. Donc la réalité, donc l'internationalisme a permis justement de finalement d'accompagner, c'est-à-dire de calmer les gens sur les réalités qu'ils vivaient. C'est-à-dire qu'en fait, la colonisation, par exemple, est un internationalisme de fait. C'est-à-dire qu'une puissance, c'est-à-dire la puissance européenne, ont imposé par la force une internationalisation, puisqu'elles ont détruit les frontières, elles ont mélangé des tribus. Il suffit de voir la carte de l'Afrique, où des tribus différentes ont été regroupées au sein d'États et maintenant se foutent sur la gueule assez souvent. Donc la colonisation, c'est finalement l'internationalisation. Et qu'est-ce que disent les marxistes? Ils sont à la fois contre la colonisation, mais ils sont quand même pour l'internationalisation. Et on voit dans la pratique d'ailleurs combien ça s'est passé en Union soviétique, c'est-à-dire que on a à la fois joué là, sur le carreau, le bâton et de la carotte, c'est-à-dire qu'on d'un côté on dit voilà, on a l'impression que les peuples gardent toujours leur culture, mais concrètement on a quand même un État très centralisé, très autoritaire. Et les cultures sont petit à petit exterminées, les gens sont déplacés, les peuples sont déplacés, etc. Enfin, bon. Et en France, on a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que finalement, l'internationalisation commence par la destruction des régions, qui c'est le début du nationalisme et de la colonisation. Donc, on commence par finalement la colonisation a commencé en France, puisqu'il y avait des régions en France avec des gens qui parlaient des langues différentes. Par exemple, moi, je sais pas, tout le monde connaît ça, par les gens qui ont vécu, qui ont que des origines parisiennes ou qui sont de naissance assez récente. Mais moi, je suis né en 1974. Déjà, mes parents peut-être étaient assez âgés, mais bon, on parlait breton en Bretagne et on parlait occitan en Occitanie. Et le français, c'était une langue secondaire. C'est élevé, enfin, c'est un peu l'équivalent de l'anglais aujourd'hui finalement. Et dans les foyers, on parlait d'autres langues et il y avait d'autres traditions, il y avait d'autres coutumes qui correspondaient en fait à un mode de vie local, c'est-à-dire à un moment où les transports ne permettaient pas des échanges, des productions globales, donc il y avait des petites fabriques locales, etc. Il y avait donc ce qui faisait que la culture était plus locale. Évidemment, petit à petit, ça c'était déjà un vieux truc, mais c'était toujours pas achevé dans les années 50, 40. Il y a eu, la République s'est créée justement en essayant de détruire, et elle a détruit petit à petit, et ceci dans tous les pays. La connaissance des États modernes s'est faite sur le dos des minorités culturelles, et on retrouve la même chose dans la colonisation à l'étranger. Donc la colonisation des régions reflète finalement la colonisation à l'étranger, de l'Algérie, etc. Euh, Elle s'est faite, disons, les violences c'était déjà du passé, mais puisque la France a été réunie par la force il y a autour des siècles 1300, etc. Ça a continué jusqu'à je ne sais plus quel siècle, les dernières régions étaient agglomérées, mais en plus, disons que ça a été continué parachevé par le système scolaire, etc., le républicain. Donc voilà, et évidemment, donc l'internationalisme, c'est le résultat de cela. Donc quand les marxismes parlent d'internationalisation, c'est en fait, on exige des gens qui se fondent d'un système. Et eux disent ça pourrait se faire naturellement. C'est un peu, c'est de la foutaise. C'est-à-dire que naturellement, les systèmes tels qu'ils étaient, ils étaient naturellement, ils étaient régionaux. Il y avait peut-être, on pouvait voyager, il y avait toujours eu des gens curieux, etc. Mais la réalité des faits, c'est qu'il y avait dans tout le monde entier, il y avait des cultures régionales, etc. Et que ça a toujours été par la force qu'on a imposé, qu'une culture majoritaire s'est imposée, et donc il y a eu une internationalisation de force. Donc, bon, après, donc en fait, le marxisme, en confondant ses désirs, ses réalités, a adoubé une situation de fait du plus puissant, c'est-à-dire de la culture occidentale généralisée. Donc finalement, il a accepté ce, cet état de fait
et l'a sublimer finalement pour en faire un idéal, ce qui n'a pas aidé évidemment les gens à se battre pour rester libres, indépendants. Donc voilà, alors en même temps, il y a différentes versions, puisque effectivement, il y a différents aspects. Parfois, on a certains mouvements se sont battus pour l'indépendance des indigènes, mais toujours en même temps, par exemple, on voit avec Evo Morales qui se bat pour les indigènes, mais qui en même temps les insulte en disant qu'il faut qu'ils progressent économiquement, etc. Donc il faut quand même avancer la culture occidentale au final. Donc on voit bien donc cette idéologie-là, internationaliste, va à l'encontre des gens, c'est-à-dire qu'on leur dit ce qu'il faut faire, on leur dit comment machin, et cet idéal, et c'est avec des coups de pied au cul. Et finalement, c'est exactement le symétrique du système capitaliste classique. Euh, donc la faillite de la gauche qui n'arrive plus qui n'est pas crédible dans la mesure où les gens voient bien que ce système est vide, c'est-à-dire qu'il ne propose pas d'alternative à la mondialisation libérale, puisqu'il ne propose rien du tout en fait. Il dit qu'il faut combattre le fascisme, mais il ne dit pas économiquement ce qu'il propose, c'est absolument. Et en fait, quand il propose ses propositions économiques, on voit qu'elles sont très très proches de celles des fascistes finalement, elles sont un peu similaires, ces résurgences de l'État fort, etc. Donc il y a assez peu, et donc évidemment qui perd toute crédibilité. Ensuite, ce qui est important, c'est donc l'immigration. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le symptôme que ressentent les gens donc des échecs du système globalisé. Donc les gens ressentent différents symptômes. Ils ressentent donc pour la plupart du chômage, etc. Mais avant cela, ils voient une transformation. Avant de ressentir finalement, de tomber complètement dans la misère, ils ressentent fortement une transformation de leur quotidien. Et effectivement, l'immigration est une traduction de la puissance du système libéral et de la globalisation. Euh, En même temps, comme je vais l'expliquer, euh, en votant ou en prenant des mesures de fermeture ou des solutions comme celle de Le Pen, ils ne comprennent pas ils se bercent d'illusions parce qu'en fait un peu l'analyse des Le Penistes, c'est qu'on pourrait revenir à une société antérieure, riche, prospère, etc., en fermant les barrières, en oubliant en fait que la prospérité telle qu'on la connaît aujourd'hui est justement liée à l'ouverture de ces barrières. Donc c'est un peu le problème. Et effectivement, cette prospérité est factice, c'est-à-dire qu'elle est très dangereuse, qu'elle va nous mener, c'est une prospérité de gadgets, de merde, quoi, et qu'en final, nos écosystèmes s'effondrent, nous sommes appauvris, et elle mène aussi au chômage, puisque nous recevons des gadgets, mais concrètement, on a de moins en moins de travail, les petites productions sont tuées dans l'œuf par les multinationales, et il y a aussi, donc il y a cette immigration. Et ce qui est important, ce qu'il faut signaler, donc ils ne voient pas que toute cette gadgetisation, etc., dont ils sont excessivement dépendants, et même la complexité du système en général, puisqu'il faut des transports aujourd'hui pour aller travailler, etc., dépend largement de l'ouverture de l'économie. Et donc, c'est là où il y a évidemment, c'est pour ça aussi c'est un peu comme la gauche, c'est-à-dire que le Front National risque de servir, disons, de monnaie de chantage, mais il aura du mal à s'établir au pouvoir parce que les gens sont quand même, je pense, assez conscients du fait ils veulent du gadget. Et bon, ça, parfois ils s'énervent, mais dans l'ensemble, ils sont assez contents d'avoir des gadgets de merde, quoi. Donc, et du pétrole pour se chauffer. Et le pétrole n'est pas produit en France. Donc, voilà. Mais le fait est que l'immigration est un symptôme de cette globalisation et qu'il est particulièrement ressenti par les classes, le lumpen prolétariat local, c'est-à-dire ceux qui ont été rejetés du système industriel dans les pays occidentaux. Ce sont ceux qui souffrent le plus actuellement, en Europe évidemment, et ce sont eux qui sont touchés qui sont, disons, défavorisés par l'afflux de travailleurs. Mais c'est pas quelque chose de récent, c'est-à-dire que c'est ça que je veux décrire, c'est mettre ça en perspective, c'est-à-dire que l'immigration, c'est un peu le moteur euh,
c'est le moteur de l'économie industrielle et libérale. C'est absolument comme ça qu'elle s'est construite. Alors, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, d'abord, l'économie industrielle est dépendante de la croissance démographique et elle est la condition, donc c'est un peu, non seulement elle est indépendante, mais elle est la condition de son existence. C'est-à-dire qu'elle nourrit, finalement, elle est la cheville ouvrière de la croissance démographique et elle est ce qui la provoque. C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux. Euh, donc ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Et vu dans cette perspective, on conçoit que en fait, le phénomène, par exemple, d'afflux de gens des anciennes colonies, et ce n'est pas quelque chose de récent. C'est ce qui s'est passé en France, dans les régions, puisque en fait, les grandes villes des pays industriels ont toujours été des villes qui démographiquement ne sont pas très productives. Les conditions de vie c'était plutôt des moroirs que des pépinières ou des, disons, des lieux de procréation. Les conditions de vie et d'hygiène étaient très difficiles pour la plupart et seuls certains bourgeois y prospéraient. Donc il suffit de lire un peu les comptes rendus sur Londres et Paris de l'époque. Il y avait une hygiène, une mortalité assez forte. Et aujourd'hui, on constate aussi que c'est le cas, en fait, si on étend ça aux sites industriels denses, que c'est globalement leur taux de natalité est assez bas, parce qu'il est difficile d'y faire des enfants. Ça, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo sur la démographie, je ne sais pas si je l'ai mise en ligne. Et donc, par contre, dans les campagnes et tous les lieux provinciaux classiques, c'est-à-dire les gens qui gardaient qui étaient découplés plus ou moins de la vie industrielle, eux continuaient à avoir une forte natalité parce qu'ils avaient des conditions de vie qui le permettaient, notamment vivre à plusieurs, des familles nombreuses sous le même toit, l'aide des grands-parents, etc. La communauté villageoise qui permet une certaine entraide, etc. Ce qui permet, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans les anciennes colonies, c'est que, évidemment, c'est plus facile d'avoir des familles nombreuses en Afrique que d'être entassé dans un petit appartement à Paris. Ça devient tout de suite plus difficile. Et donc, à la génération d'après, en général, la fertilité baisse. Mais donc la croissance, l'industrie, c'est toujours a vécu grâce à cette main d'œuvre parce qu'en fait, pourquoi? La main-d'œuvre rurale, si elle n'avait pas été en surplus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu des croissances démographiques qui entraînaient le partage des terres, qui n'est pas possible, donc au bout d'un moment les gens émigrent parce qu'on ne peut pas survivre sur des toutes petites parcelles de terre, donc soit ils trouvaient, comme c'était le cas dans pas mal de villes rurales, tant qu'il y a une production locale, par exemple dans le sud de la France il y a pas mal de mines, donc les gens étaient à la fois paysans et mineurs, c'était le cas dans ma famille. Euh, une fois que ces productions locales ont disparu, il fallait partir, émigrer, donc en général les gens sont partis vers les grandes villes. Donc il y a une exode rural. Mais, euh, mais dès le départ, cet exode rural fournissait régulièrement les villes en main-d'œuvre et en main-d'œuvre servile. C'est ça qui est important, c'est que l'industrie, et comme je l'ai expliqué, comporte quelque chose d'excessivement aliénant comparé à l'agriculture. C'est-à-dire que dans l'agriculture, si on a son terrain, on décide un peu comment on cultive, etc. Les gens étaient un peu patrons chez eux. Euh, Cela ne permet pas facilement d'explosion industrielle. Pour avoir une explosion industrielle, il faut pouvoir avoir une main-d'œuvre servile, et notamment une main-d'œuvre qui est tellement servile qu'elle accepte des tâches qui sont mortelles. Puisque, par exemple, si on prend le fait d'être mineur, ou le fait où il y a quand même une mortalité importante, une durée de vie assez faible, ou alors si on prend les premières industries chimiques, par exemple la fabrication d'allumettes où les gens régulièrement perdaient leur mâchoire, les os étaient rongés par le phosphore, enfin des détails, il suffit de lire les détails des comptes rendus de l'époque, et aujourd'hui on voit très bien les métiers, les sales métiers qui en Occident, d'ailleurs on sait qu'il y a à peu près, je sais plus, 7 ou 8 ans de différence de durée de vie entre un ouvrier et un cadre, d'espérance de vie, donc il y a un ensemble de... Puis il faut voir les conditions de travail en Chine, etc., tout ce qui fournit l'industrie occidentale. Ce sont par exemple, à Foxconn, ou je ne sais plus quoi, ils montraient des documentaires sur des gens qui étaient déjà très jeunes et attrapaient le cancer à cause des solvants, etc. Donc, tous les sales boulots, il faut une main-d'œuvre servile qui soit prête à se sacrifier parce qu'elle n'a pas le choix. Et c'est cette main-d'œuvre qui vient de. C'est ce que Marx avait déjà décrit dans le Lumpenprolétariat qu'il abhorrait tant, qui était dangereux parce que justement c'est un prolétariat servile vient en général de ces exodes rurales massifs. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'ils viennent de l'étranger que c'est différent.
Les Nord-Africains, les Italiens d'abord ont remplacé les Bretons, puis ensuite, donc les Bretons qui étaient vraiment les ploucs, ceux qui se reproduisaient comme des lapins, et puis d'autres régions de France, les Corses, etc., qu'on envoyait en première ligne pour se faire désinguer pendant que les bourgeois étaient tranquillement à Paris, pendant la Première Guerre mondiale. Bon, bah, tout ça, ça a été remplacé ensuite par l'immigration italienne, polonaise, qui était tout aussi considérée comme de la merde, et puis ensuite, ça a été les Nord-Africains, qui ont travaillé dans l'industrie automobile, le bâtiment, tous les emplois merdiques, respirer des fibres d'amiante, etc. Et puis, ils sont passés petit à petit et aujourd'hui, on a donc en Afrique un vivier de potentiel de loup et en Chine de loup prolétaires. Donc la réalité pour les gens qui sont déjà installés sur place et qui sont exclus du système, parce qu'ils ne sont pas prêts, disons qu'il y a toujours ce problème de la première et la deuxième génération. Quand on est la première génération, qu'on vient de ces pays-là, d'une part on a été en général nourri correctement, on arrive dans ces grands centres, et soit on réussit socialement et on n'a plus trop envie de faire des boulots de merde, soit, ce qui est plus souvent le cas, on devient, dans la deuxième génération, la motivation n'est plus là, on n'a plus d'illusions de tout cela, on s'est bien fait exploiter. En général, la deuxième génération, ça se passe plutôt mal. Que ce soit des blancs, des arabes, etc. Donc on voit aujourd'hui que on constate ce schéma-là, c'est assez classique. Et donc il faut sans arrêt l'apport de sang neuf. C'est pour ça que les capitalistes sont conscients de la nécessité de l'immigration comme force de l'industrie, que ce soit aux États-Unis. Là, j'ai vu que la droite dure républicaine propose d'ouvrir les frontières, mais à condition évidemment d'organiser des espèces de camps de travail bien régulés. Mais voilà, donc le capitalisme a besoin de cette main-d'œuvre qui permet de faire pression sur les conditions de travail pour donc permettre de faire marcher la machine, parce qu'il y a un tas de boulots dégueulasses que personne n'a envie de faire, parce que ce sont vraiment des boulots, voilà, donc tout ce qui est en fait des boulots matériels, tout ce qui est lié, les gens qui travaillent sur des machines, qui respirent du diesel, les mecs qui répandent du bitume, etc. Tous les boulots de merde, et il faut des esclaves pour le faire. Et évidemment que les fils de bourgeois, ils vont pas faire ça, ils sont pas tarés, donc il faut en permanence, disons, pour les capitalistes, c'est une nécessité. Donc, par contre, ce qui se passe, donc évidemment, tout le monde parle de prospérité, etc. Donc la prospérité, le problème c'est que comme la prospérité, elle ne profite plus sur place aux gens qui sont exclus progressivement du système, parce que concrètement, l'économie capitaliste de production industrielle est une économie inégalitaire, c'est évident. S'il y avait une inégalité, il n'y aurait pas d'industrie. S'il y avait une égalité, personne ne voudrait faire les boulots qui sont à la base de l'industrie, qui sont des boulots excessivement inhumains. L'industrie, par essence, est quelque chose d'absolument pas naturel. C'est la destruction de nos écosystèmes pour pouvoir en tirer de façon très artificielle, pouvoir pousser à bout pour pouvoir maintenir une population nombreuse. Et il est évident qu'il y a tout un tas de tâches qui sont excessivement destructrices et sales, et que seuls des gens vraiment aliénés qui n'ont pas le choix, qui ont été rejetés de leur milieu de vie, etc., qui se décident à faire cela. Et donc, il ne peut pas y avoir d'égalité dans une société industrielle. Le maintien de la société industrielle, c'est l'inégalité, c'est les classes, etc. C'est ce qui fait que des bourgeois sont très contents, ou plus ou moins, enfin en tout cas souffrent moins, et trouvent qu'il n'y a pas de problème. Et que par contre, des gens qui manipulent des produits chimiques toute la journée, qui meurent assez jeunes, qui travaillent sur de longues heures dans des boulots répétitifs absolument dégradants, eux voient un problème, mais n'ont pas voix au chapitre parce qu'ils sont en bas de l'échelle. Donc c'est la condition de maintien. Et il est évident que les gens ensuite, que ces gens qui sont sur place, souffrent de la compétition du prolétariat et donc voient un problème. Eux, ils voient le problème, ils voient que cette mécanisme est défavorable à leur, disons que, alors que évidemment les gens qui sont en haut de l'échelle perçoivent moins, d'autant qu'en général ils n'habitent pas dans les lieux. Bon, c'est ce qu'on voit. Bon, j'espère que j'ai encore un peu le temps de parler parce que là, ce serait bien d'éclaircir ces points, mais on voit que, par exemple, moi j'habite en banlieue, on voit bien que l'Europe est un grand ghetto, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers très divisés entre les quartiers bobos, les quartiers riches, qui sont dans toutes les villes européennes que j'ai visitées, c'est la même chose. Donc c'est le même pattern. Donc on nous parle, en général, des gens très ouverts qui nous disent il faut, il faut multiculturalisme, etc. Mais concrètement, j'ai jamais vu tellement ces gens-là